Bonsoir et bienvenue sur On Air Original. Ce soir, nous avons une émission très exceptionnelle, mais je crois que à chaque fois je dis ça. Non, mais c'est pas. C'est là, ça va être vraiment chouette. J'espère que vous êtes prêtes avec nous en replay ou alors en là tout de suite en live avec nous. Voilà, en ce lundi 25 novembre. Hello Khalid, hola l'équipe. Nous allons accueillir dès maintenant Bagheera. Mais avant, un petit coucou parce que donc je suis Aurore, sexothérapeute et thérapeute de couple à Annecy et aussi en visio. Et je vous accueille sur mon émission qui s'appelle le Love Show. Merci Sofiane et toute l'équipe de On Air Original de me faire confiance pour co-animer ce soir avec Bagheera. Allez, hop, c'est moi qui en plus. C'est parti, Bagheera est avec nous, youpi. Bonsoir et bravo pour cette maîtrise incroyable de la technique. C'est grâce au sommet du bien-être intime, je ne sais pas si vous nous avez suivis il y a 2 mois maintenant, du 16 au 24 septembre, nous avons officié pour une semaine sur le bien-être intime. Donc, n'hésitez pas à les regarder en replay. Mais on n'est pas là pour ça. Bon, alors, ce soir, donc on a déjà Khalid qui nous fait « Hola l'équipe !» Voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, s'il n'y a pas trop d'interférences, dites-nous. Voilà. Ce soir, nous avons une émission donc sur un thème que nous n'avons encore pas abordé, qui est la... où j'en perds mes moyens. J'en perds tout. Donc ce soir, nous sommes sur le thème de la littérature érotique. Bagheera, c'est un thème qui te tient à cœur également. Je le sais. Alors, déjà, on va commencer par toi parce que, à part qu'on te présente, je ne sais pas si vous avez écouté sur la précédente émission, mais on va te représenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Donc, Bagheera, tu es héros guide officiel. C'est les héros guides de Laura Pinson. Ah, je ne t'entends plus. Alors là, je n'entends plus du tout. Aurore, où es-tu passée? Je n'ai plus de connexion. Ok, alors, est-ce que tu m'entends, Bagheera? Oui. Voilà, je suis la sécurité, le filet de sécurité. En attendant qu'Aurore puisse revenir, je vais accompagner un petit peu, si tu le veux bien. Voilà. Merci. Bagheera, alors, Aurore, si tu nous entends, tu as gelé tout simplement. Il y a un petit problème de connexion. Essaye de te déconnecter, de te reconnecter. Tu reviens parmi nous. Bagheera, alors notre invité de ce soir, Bagheera, qui est là avec nous, qui était là il y a 15 jours aussi. Il y a 15 jours, vous aviez parlé des érotypes. Là, vous allez lancer le sujet, c'est la littérature érotique. Je ne vais pas spoiler Aurore, je vais juste te demander un petit peu, Bagheera, pour débuter, comment on peut définir la littérature érotique? Alors, oui, en attendant Aurore, parce qu'il ne s'agirait pas de lui prendre non plus ses idées de lancement, en tout cas de démarrage. La littérature érotique, c'est un pan un peu particulier de la littérature, parce que c'est un pan qui est souvent, on avait pour habitude d'appeler l'enfer, la partie des bibliothèques dans laquelle étaient rangés les livres un petit peu sulfureux de littérature érotique. Donc, il y a toujours eu ce côté caché, ce côté un petit peu à la fois attirant forcément et très jugé. Et d'autant plus que très souvent la littérature érotique est associée à la pornographie. Ou en tout cas, ça a souvent été le cas. Or, c'est bien autre chose. Il y a une vraie histoire de la littérature érotique. La littérature érotique, elle démarre il y a très longtemps. Elle démarre avec la littérature et peut-être même bien avant. On a Ovide, par exemple, avec L'Art d'aimer, qui parle déjà de ce sujet. Donc là, moi, si je devais la définir, je dirais que c'est une littérature qui a trait au désir. Et j'ajouterais peut-être un autre ingrédient qui serait le jeu.
Donc, c'est une littérature qui joue avec le désir. Et peut-être qu'en troisième ingrédient, je dirais que c'est une littérature qui invite à la liberté. Et je crois qu'en mélangeant les trois, on s'approche un petit peu, juste à coup de mots comme ça, on s'approche un petit peu de ce qu'est la littérature érotique et surtout de ce qu'elle peut représenter maintenant, de nos jours. Elle a une histoire assez longue avec beaucoup de rebondissements. Elle a été calquée sur l'évolution de la société aussi, hein, forcément. Et de nos jours, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est, je répète, le désir, le jeu et la liberté. Il y a aussi une part d'imaginaire, de manière générale, pour la littérature, et qui s'accorde parfaitement avec le côté érotique. Pouvoir laisser son imaginaire vraiment... Ah, on a le retour d'Aurore. Ah, ça y est, elle est là. Tu nous as manqué. Hein. Non, mais tu nous fais plus de surprises comme ça. D'accord? Je te rappelle qu'on est en direct, là. Et vous m'entendiez? On t'entendait plus du tout. Et on était tristes. Du coup, j'ai dû faire Aurore pendant 2 minutes. Je me suis dit, il va falloir que je prenne une perruque, une fleur et tout, veste rouge. Et oui, la fleur. Voilà. Bon, alors, vous êtes venus pour Aurore et pour Bagheera. Donc, je vais vous laisser avec Aurore et Bagheera. Bagheera, merci d'avoir répondu à ma question. Aurore, du coup, je te laisse avec Bagheera pour suivre. Oui. Et moi, je reste dans les coulisses. S'il y a un autre souci, par contre, là, je facture. D'accord? D'accord, très bien. Allez, je vous fais un gros bisou. Bon, Aurore, je ne sais pas si tu entendais quand on parlait. Non. Alors je te fais un petit rappel. On a discuté de ce qu'était la littérature érotique. Et avant que tu ne réapparaisses, comme par enchantement, j'avais proposé 3 mots, en fait, pour essayer de définir ce que c'était. Le premier, c'était désir. Le deuxième, c'était jouer avec le désir. Et j'avais rajouté comme ingrédient la notion de liberté. Être libre d'aller jouer avec son désir, avec ses désirs. Et au moment où tu es revenue, Sofiane rajoutait cette idée d'aller explorer, d'aller visiter. Et du coup, c'est vrai qu'on pourrait rajouter le côté fantasme. Mais le fantasme est éminemment lié au désir. Donc voilà, on en était là. Bien. Et donc, ceux et celles qui nous écoutent, vous avez pas entendu la présentation que je faisais de Bagheera, finalement. Oh, je crois que ça a gelé juste après. Enfin, non, ça a gelé pendant, mais je crois qu'on a l'essentiel sur peut-être pas sur la partie littéraire. Je ne sais pas ce que tu avais dit. Moi, je voulais quand même dire que tu animes des ateliers d'écriture érotique. C'est pour ça que tu es là ce soir. Alors, en présentiel sur Aix-en-Provence, Marseille, Paris, Lyon, et aussi en distanciel. C'est ça, Bagheera? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Bien. Ok. Donc, merci de rajouter ça. Alors, on va faire des petites définitions toutes simples et après, peut-être que ça va partir justement de quelque chose qui est soit des mythes qu'on enchaîne et qu'on a intégrés mais qui sont des faux mythes, soit enfin, voilà, quelque chose qu'on pourrait développer au fil de l'émission. Et évidemment, on a besoin de vous, chers auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Oui, c'est ça, c'est vous qui nous écoutez. Qui nous écoutez. Voilà, je me disais, il y a un truc qui ne va pas dans le français. Qui nous écoutez ce soir pour aussi nous parler de ce que vous pensez de l'écriture, la littérature érotique, etc., parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Ne nous laissez pas toutes seules à parler, hein, parce que voilà, on a envie d'interagir avec vous. Et ceux et celles qui nous écoutent, écoutez en replay, eh bien, vous pouvez aussi interagir avec nous après, on vous répondra quand même. Voilà. Alors, la littérature érotique, c'est un genre de littérature, déjà, qui explore la sexualité humaine de manière plus ou moins explicite, tout en intégrant des motifs évoquant l'amour, le désir, comme tu disais tout à l'heure, la sensualité, la passion, le plaisir et l'intimité. Et souvent, on parle de littérature pour adultes. Donc là, on a compris que c'était la littérature. Ouh là là, un petit peu plus cochonne. Hein, on sent que là, ça s'enflamme. Voilà. Donc, chers auditeurs, auditrices, est-ce que vous avez déjà lu des petites choses comme ça? Est-ce que
Voilà, ça vous parle. Et puis, je pourrais compléter alors, j'étais voir chez les Canadiens, qu'ils avaient comme définition. Et eux, ils disent c'est une œuvre littéraire à caractère sensuel ayant pour thème la sexualité et le désir. Et elle prend forme d'un guide, d'un roman, d'une nouvelle, de poésie ou de mémoires intimes. Voilà. Alors, on a plein de formes. Toutes les formes sont possibles. On a beaucoup de mangas, on a de la BD érotique, on a effectivement dans tous les domaines d'expression littéraire des pans entiers qui sont consacrés à l'érotisme, bien sûr, et heureusement, ça rend les choses d'autant plus créatives. Oui, complètement. Donc justement, c'était le salon de la littérature érotique organisé par Flore Chéry à la Bellevilloise à Paris et c'était justement l'occasion de vraiment se rendre compte de la multiplicité des propositions. Ça va des manuels vraiment avec un côté très pédagogique, très didactique, à l'aspect beaucoup plus romanesque ou au contraire très poétique. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, pour revenir sur la première définition que tu as proposée, le terme de sexualité, même s'il est forcément concomitant avec celui d'érotisme et de littérature érotique, c'est pas le premier que j'aurais retenu parce que ça prête à confusion et ça prête à confusion en allant du côté de de ce qui est associé à la littérature érotique très souvent. On l'a dit tout à l'heure, c'est la pornographie. Or, l'érotisme est pour moi, en tout cas, et je crois que je ne suis pas la seule à le voir comme ça, l'anti-pornographie. Et même si on peut avoir un érotisme explicite, c'est pas tout à fait... L'idée de l'érotisme, hein, c'est primal, absolument. L'idée de l'érotisme, c'est plutôt d'aller développer des sensibilités, d'aller explorer. C'est pour ça que je mets cette notion de jeu, des terrains de jeu extrêmement différents. Alors, maintenant que effectivement le public est averti, on peut parler des érotypes là-dessus. Donc, aller investiguer ces différents érotypes, jouer avec, créer du fantasme. Et même si ça a trait à la sexualité, on n'est pas tout à fait dans la sexualité. Parce que finalement, quand on est dans la sexualité, on n'est pas en train d'écrire, et encore moins en train de lire en théorie. Hein, on est plutôt dans la pratique, on est plutôt dans le corps. Et ce qui est intéressant avec la littérature érotique, c'est qu'elle peut intervenir avant qu'on en lise ou qu'on en écrive, elle peut intervenir avant la pratique sexuelle, pour mettre en appétit, pour aller affiner ses envies, c'est pour bâtir des scénarios, etc. Et elle peut aussi intervenir après. C'est-à-dire qu'il y a une saveur toute particulière à venir poser des mots sur quelque chose qu'on a vécu sans peut-être le mentaliser trop, qu'on a vécu dans son corps, et après trouver les mots, donc trouver la nuance, trouver la précision, qui vont donner une deuxième vie, ou en tout cas une grande profondeur à ce qu'on a vécu dans son corps. Donc c'est, à mon sens, ce qui fait tout l'intérêt de la littérature érotique. Complètement. Ah là là, je me réjouis de ce thème, j'adore. Alors, c'est super que tu sois là parce que toi, tu es vraiment spécialisée là-dessus, que tu animes et que tu écris aussi, hein, parce que on en a parlé un petit peu la dernière fois, mais tu vas bientôt être publié, c'est ça? Oui, 2025, c'est la grande année, oui. Alors, il y a déjà des choses qui sont parues sous forme isolée dans des revues, dans des recueils, etc. Mais là, je fais tout comme une grande, avec mon premier recueil poétique et mon premier roman. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être que nos auditeurs, nos auditrices demandent, mais quelle qualité il faut-il avoir pour écrire de la littérature érotique sous n'importe quelle forme? Alors, j'ai envie de dire qu'en fait, la meilleure qualité pour écrire de manière générale, et encore plus quand c'est de la littérature érotique, c'est de ne pas avoir de qualité particulière. Parce que quand on cherche à avoir une qualité précise, quand on arrive en atelier en se disant « bon alors, je vais absolument faire un texte érotique », c'est là que ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est plutôt d'arriver avec ce qu'on est. Et on a tous des couleurs, on a tous, en termes de... que ce soit en termes de fantasme, donc d'idées, ou en termes de style, on a tous forcément déjà les outils, tout est déjà là. Et moi, en atelier, je dis souvent, surtout, laissez émerger ce qui est déjà là. N'essayez pas de faire érotique, de faire écriture érotique. Ouvrez juste, déjà donnez-vous permission, ce qui n'est pas gagné toujours, parce que on n'a pas l'habitude d'exposer ces choses-là.
Donc finalement, la meilleure qualité, c'est peut-être d'être en confiance et de lâcher prise. De lâcher prise pour laisser émerger ce qui doit être là. Après, moi, c'est mon job de mettre les personnes en confiance, évidemment. Je ne vais pas les lâcher dans le grand bain en leur demandant de faire immédiatement le texte. Et encore, parfois, ça peut arriver, mais il y a le plus intéressant, c'est de ne pas avoir d'objectif, en fait. Et d'ailleurs, c'est un des grands soucis de la littérature érotique, c'est que très souvent, elle pêche par excès de pornographie, de trash, de cru, au niveau des idées, ou bien elle pêche au niveau du style. Et c'est très rare d'arriver à mêler les deux. Et justement, l'idée, c'est de s'autoriser à travailler aussi son style. C'est pas parce qu'on parle de sexe ou de sexualité, comme le dit la définition, que on va faire abstraction d'une certaine finesse dans la manière de l'aborder. Et c'est, à mon sens, tout ce qui va faire l'intérêt du lecteur, et c'est ce que Sofiane disait juste avant, enfin, posait comme question juste avant que tu ne sortes de ton mode freeze, c'est que finalement, la littérature érotique, moi je parle d'une poétique de l'intervalle, de l'espace entre. En fait, elle va poser des jalons à l'intérieur desquels chaque lecteur ou chaque auteur va venir insérer sa propre fantasmagorie. Et c'est en ce sens que moi, je suis très peu sensible à la littérature vraiment purement pornographique. C'est que déjà tout, donc ça ne m'intéresse pas, moi. Je suis une vraie versatile. Moi, si on me donne le menu, j'ai plus besoin de manger, en fait. Donc, c'est dans le mystère, dans ce qui va se dévoiler petit à petit, dans ce qui va se laisser deviner. Et même parfois, c'est dans ce qui n'est pas dit qui est le plus grand érotisme. C'est un petit peu comme dans une photo ou bien un film, c'est le cachet dévoilé, le mystère. Donc, dans l'érotisme, il y a toute une dynamique qui est à construire, il y a toute une tension qui rentre en jeu, et je reviens sur cette notion de jeu, entre les personnages, mais surtout entre le texte et le lecteur. C'est un texte, le texte érotique, c'est un texte qui n'est pas fait pour les lecteurs paresseux. Ah non. Parce que c'est un texte qui... alors, on peut y venir pour plein de raisons différentes. Parce qu'il y a écrire et il y a lire de la littérature érotique. Quand on en lit, on peut en lire pour plein de raisons différentes. On peut en lire pour nourrir ses propres fantasmes. On peut en lire pour mettre un peu de piment. Il y a plein de raisons qui vont faire qu'on en lit. Mais en tout cas, quand c'est de la bonne littérature érotique, elle ne va pas nous donner la béquille, elle ne va pas nous donner du tout prêt, en fait. Elle va nous aider à construire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, donc notamment dans les ateliers. Et donc, je reviens à ta question sur la qualité. La meilleure qualité, c'est d'être un peu téméraire et d'oser aller fouiner, aller explorer sa fantasmagorie et se laisser surprendre aussi. Parce que souvent, les personnes ne s'attendent pas du tout à ce qui va sortir de leurs écrits. Ils sont les premières étonnées. Ah ouais, j'imagine. Et d'expérience. Moi-même, je me suis adonnée à ça, à écrire de la littérature érotique assez jeune. Je ne savais même pas que c'était la littérature érotique. Ah. J'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup lire et beaucoup écrire. Et vers, je sais pas, 13-14 ans, j'ai commencé à écrire des histoires d'amour. Et dans les histoires d'amour, il y avait de la sensualité, de l'érotisme. Et voilà, et on se les faisait passer sous le manteau aux copines, et après les copines me mettaient des commentaires, et après on refaisait passer aux autres copines, etc. Et je faisais des suites, et quand est-ce que tu nous fais ton futur roman? Enfin voilà quoi. Et j'ai écrit, mais je sais pas, une vingtaine de livres comme ça. J'en ai certains encore à la maison. Quand je relis ça, je me dis mon Dieu. Voilà. Mais c'est absolument génial parce que ce que tu décris, surtout à cet âge-là, c'est une manière de s'approprier sa sexualité, en fait. Mettre sa sexualité, sa sensualité, sa romance, on peut tout mettre. C'est une manière de se l'approprier parce que on revient à ce qu'on disait avec l'émission sur les érotypes. C'est quand on a un langage précis qu'on arrive à vivre les choses dans la nuance et dans la subtilité aussi. Donc, c'est génial de faire ça à 13 ans et avec ses copines. C'est vraiment une manière d'accueillir, même de célébrer, d'honorer ce qui est naissant à la puberté, en fait. Donc, c'est super beau. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se l'autorisent tant que ça, finalement. Et encore moi, c'est non, j'ai cru comprendre. Je croyais qu'on était plusieurs à faire ça, mais non, pas tant.
Et après, bon, j'étais jeune maman assez tôt et j'ai un peu coupé tout ça de l'écriture et j'ai repris plutôt vers 37, 38 ans à réécrire, mais plutôt des petites nouvelles, quelques pages. Et souvent, il fallait que je sois imprégnée avec une autre personne Voilà. pour que ça me stimule. Il fallait qu'une autre personne me stimule à écrire en disant un mot, un truc, quelque chose, et hop, j'étais partie, quoi. D'où l'intérêt des ateliers, parce qu'il y a des propositions qui ne sont que des propositions, c'est pas un carcan, on n'est pas dans un cadre fermé, mais qui peuvent effectivement. Et puis il y a autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement écrivent de l'érotisme sans tellement le mesurer dans le cadre de leur relation amoureuse. Ouais. Que ce soit les petites lettres ou maintenant pourquoi pas les petits SMS. Les SMS. Et on est déjà dans une pratique comme ça, qui est une pratique érotique en fait. Et c'est souvent effectivement à l'occasion de l'autre qu'on s'autorise à le faire. Or, c'est intéressant de le faire à l'occasion de soi aussi. Ouais. Toujours pareil, logique. Hein. Je parle souvent de l'évolution des mœurs. Parce qu'il y a 25 ans, il y avait, par exemple, les livres, on va les citer, collection Harlequin. Je pense que tu as dû aussi en lire. Et donc, c'était très imagé. Il l'a pris de ses bras virils, coucher de soleil, et le lendemain matin, elle se réveillait, toutes les cheveux, tout ébouriffés. Et là, il fallait avoir beaucoup d'imagination. Voilà. Alors que maintenant, il y a quelques années, je voulais un livre un peu, tu vois, pas sur la sexothérapie, un truc léger. J'achète un truc, je sais plus, sur la Fnac, Amazon, je ne sais plus. Et je commence à lire et je me dis, eh ben, donc, il y a un thriller érotique. Là. OK. Et à la fin, je vois en tout petit collection Harlequin. Je me suis dit, ah, mais ils ont bien évolué, eux. Ah ouais. Alors moi, j'ai pas trop connu les Harlequins. Je crois que j'en ai jamais lu. C'est le hasard. Hein. J'ai pas, mais je vois ce type de littérature auquel tu fais référence. Aujourd'hui, il y a la dark romance qui prend un peu cette place-là. Bon, avec d'autres problématiques derrière, mais ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, et là, je m'adresse à la sexo, regarde le rapport qui est sorti sur la sexualité des Français, il se passe beaucoup de choses, et c'est le reflet de ce qui se passe ailleurs aussi. Hein. Il y a quand même en 10 ans une accélération qui s'est faite, et ce qui est évident, c'est que les gens ont envie de s'approprier cet espace de l'érotisme. Et donc, du coup, la littérature érotique en fait partie, qu'ils en soient lecteurs ou consommateurs. Et ça, je pense qu'il y en a de plus en plus, et surtout, il y a une vraie demande, mais les gens s'autorisent à afficher aussi. Avant, c'était plutôt, tu l'as dit pour tes copines, c'était plutôt la littérature sous le manteau. Tout à l'heure, je parlais on appelait ça l'enfer dans les bibliothèques, c'était la partie cachée, honteuse. Alors que maintenant, c'est tout à fait. Et puis, c'est même dans les conversations entre amis, les conversations mondaines, on discute des derniers bouquins et on ne cache pas quand on lit de la littérature érotique. On la recommande, on la conseille. Donc, il y a quelque chose qui se passe aussi à ce niveau-là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment un avant et après 50 nuances degrés, il y a 10 ans. Là, en fait, les 10 ans, l'année dernière, on a fait les 10 ans du premier roman, du premier tome. Et je pense qu'il y a vraiment eu un énorme changement dans les mentalités, parce que la ménagère de moins de 50 ans, d'un coup, s'est autorisée à lire et à dire à son mec, bon, écoute, oui, va voir ton foot. Moi, je suis avec Anastasia et Christian, et je suis en train de lire mon truc, et fous-moi la paix, merci. Et d'un coup, elles se sont dit, oh là là, moi, c'était l'époque où je faisais les animations des réunions sextoy, donc j'allais rencontrer ces femmes, elles me parlaient énormément de 51 degrés. J'ai animé même des événements avec les cinémas sur 51 degrés, et c'était the événement, quoi. C'était the event, quoi. C'était le truc, il y avait un monde fou. Elles étaient avec la cravache sur la table, enfin sur les fauteuils du cinéma. Elles étaient comme des dingues. Et j'ai vraiment l'impression que, alors là, il y a eu vraiment, c'était pas sous le manteau. Hein. Tu as le dernier 51 degrés, ouais. Et toi, tu as vu le numéro 2, ouais. Ok, attends, je te le passe et machin. Et c'était. Alors c'est vrai que c'est génial. C'est vrai que ça a été un phénomène pour ça, même si il est aussi décrié par ailleurs, mais en tout cas, on ne peut pas enlever que ça a complètement démocratisé. Et surtout, tu as raison, ça a démocratisé chez une certaine population qui ne s'autorisait pas à dire
qu'elle lisait ce genre de littérature. Et ça n'a pas démocratisé que la littérature, ça a aussi démocratisé tout un rapport au BDSM, qui est un BDSM, comment est-ce qu'on pourrait dire, un peu édulcoré, un peu, mais c'est quand même une porte d'entrée vers d'autres, et vers des sexualités un peu différentes, un peu créatives, un peu, et donc pour ça, c'est vrai que ça a son utilité, ça a eu son utilité, et ça, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a quelque chose. Et au cabinet ou en visio, n'importe, je parle souvent du double flux. Et on pense souvent, en fait, en termes d'excitation, à stimuler les parties intimes. Donc, on sait maintenant que ça envoie des neurotransmetteurs au cerveau qui disent « Wow, libido activé !» Voilà. Mais on pense pas à l'autre flux qui est « Je pense à quelque chose d'érotique, fantasme, je lis quelque chose justement érotique, j'écoute », parce que les audios érotiques se développent énormément. On en parlera peut-être dans un prochaine émission. Et en fait, j'ai l'impression que on oublie que notre cerveau, c'est la zone érogène la plus énorme qu'on ait. Ah, mais et que c'est un truc énorme. Et quand on se stimule. Cette phrase-là, que le cerveau est effectivement l'organe le plus érogène, c'est évident. Et qu'on soit sexuel ou pas, ne change rien. De toute façon, ça passe par le cerveau, bien sûr. Bien sûr. Totalement. Donc, vous qui nous écoutez, si vous voulez stimuler votre chéri, votre partenaire, passez par son cerveau. Qu'est-ce qui le stimule, la stimule? Essayez d'aller chercher ça. Est-ce qu'elle arrive ou il arrive à vous le dire? Parce que c'est peut-être pas ce qui vous stimule vous, mais en tout cas, c'est elle ou lui ce qui le stimule. Et là, par exemple, je dis souvent, tiens, 50 nuances degrés, les femmes, lisaient ça et disaient, oh mon Dieu, je suis en train de mouiller la petite culotte. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a ce flux-là. Bien sûr. Hop là, manifestation physique. Ouais. Tout à fait. Et en fait, on est en train d'inventer des sous-catégories des langages de l'amour. Parce que dans les mots d'amour, il y a des sous-catégories, et notamment celles qui vont aller stimuler l'autre langage du corps. Donc oui, complètement, je suis entièrement d'accord. Et c'est encore une affaire de permission, ça. C'est encore une affaire de permission. Il y a beaucoup de personnes, et c'est pas lié au genre d'ailleurs, qui s'autorisent peu les mots pendant l'acte sexuel. Or, et les mots, je parle pas des caricatures de mots très crus, même si ça peut être intéressant aussi, il y a rien qui est à bannir, à proscrire, mais le jeu sur les mots est très souvent sous-estimé. L'impact que ça peut avoir sur le partenaire et sur soi-même aussi, d'être dans le jeu, dans la co-création d'une situation, d'un scénario, d'une histoire. Pourquoi est-ce que ça, c'est le côté, alors je vais dire enfant, même si l'association est peut-être pas très heureuse, mais il y a ce côté-là, libérer la partie la plus joueuse. La plus joueuse, effectivement. Et ça, moi, je dis souvent qu'on est des grands enfants. On est des grands enfants et que la sexualité, ça devrait être un jeu, et on devrait arrêter de se prendre trop au sérieux et de se prendre trop la tête. Et voilà. Et c'est là-dedans. On est parfaitement d'accord, absolument. C'est exactement ça. Tout à fait, tout à fait. De temps en temps, je vois que j'ai des clients qui aiment bien la littérature érotique, donc elles me disent « Ouais, mais je sais pas quoi reprendre. » Je dis « Est-ce que vous pouvez, vous, écrire un petit scénario, un petit truc ?» Je sens que c'est pas simple. Il faut quand même être guidé. D'où ton travail à toi de nous guider là-dessus. Mais quand ça a été fait, franchement, ça a été des moments au cabinet, c'était génial, quoi. Enfin, c'était tellement... tu as parlé de liberté tout à l'heure, c'est ça, de libération. Libérer, tout à fait. Incroyable, quoi, d'une autorisation. Waouh. Et après, quand c'est partagé, quand il y a un partenaire, mais c'est fabuleux. Alors ça, pour la petite anecdote, mais je crois que sur mon site, il y a des retours de personnes comme ça, c'est que très souvent, j'ai un seul partenaire. J'en ai quelques-uns qui sont venus en couple, mais souvent, c'est un seul partenaire qui vient à l'atelier d'écriture érotique. Et j'ai des retours de l'autre qui n'est jamais venu et qui m'envoie des messages ou qui me fait dire par l'autre « Waouh, merci, c'est fantastique ». Alors, et j'en ai même qui, du coup, répondent parce que le partenaire qui a fait l'atelier vient lire les textes. Et donc, ça crée un jeu, ça nourrit quelque chose, ça rallume aussi quelque chose. Et j'ai même des couples ensemble depuis assez longtemps
qui vraiment me dit mais ça nous a donné une nouvelle bulle, un nouveau souffle, et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et notamment, je pense à un monsieur qui m'avait envoyé un message en me disant qu'il découvrait complètement sa femme par le biais de ce qu'elle pouvait écrire en atelier. Et ça, c'est magique. C'est magique parce que c'est juste une autorisation que sa femme s'est donnée et que du coup, elle lui donne à lui aussi. Et du coup, ça nourrit. Alors là, pour le coup, le double flux, c'est un double flux, quoi. Et tout le monde est gagnant, en fait. Il n'y a pas de perdant dans cette histoire. C'est ça qui est. Il n'y a jamais de perdant dans cette histoire. C'est ça qui est. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que. Pardon, vas-y. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est pour ça que le fait que ça s'appelle de la littérature érotique, ça ne doit pas bloquer les personnes. Moi, j'en ai aussi qui arrivent souvent en disant « Oh là là, mais moi, j'étais nulle à l'école. » Mais on s'en moque, c'est pas ça le sujet. C'est pas du tout ça le sujet. Ce qui compte, c'est avec quelle envie, avec quel degré d'envie tu arrives, quoi. Et en atelier d'écriture érotique, il y a un autre phénomène, c'est que on ouvre les vannes, on s'autorise à écrire, on pose des mots, donc on s'approprie davantage, on libère davantage nos fantasmes. Mais ensuite, alors c'est jamais obligatoire, parce qu'il y en a à qui ça fait très peur, mais finalement, une fois qu'on y est, on y va, c'est naturel, c'est dans le flot, c'est qu'on va lire ces textes aux autres. Et donc, on va entendre les textes que les autres ont écrits, donc on va se nourrir aussi de leurs propositions, mais on va assumer ses propres mots, sa propre fantasmatique, son propre érotisme face aux autres. Et une fois qu'on a fait ça dans un climat sécure, parce que c'est mon travail aussi de sécuriser l'espace, je crois qu'à l'extérieur, on ressort forcément grandi, forcément enrichi, forcément nourri. Et là encore, ça fait partie de ces outils. C'est pas le seul, hein, mais moi, c'est celui que j'aime beaucoup, qui vont venir nourrir une libido épanouie, une sexualité, un érotisme, puisque c'est quand même Eros, mon maître à penser, un érotisme vraiment épanoui dans tous les endroits, et joyeux, vivant et joyeux. Carrément. Moi, j'ai des clients qui ont créé des personnages. Et de temps en temps, je leur dis, est-ce que vous pouvez l'écrire, ce personnage? Et c'est vraiment après, ça devient vraiment. Parce que bon, tu sais ce que c'est, sexothérapeute, on rentre dans l'intimité des gens. Hein. Et c'est vraiment, bon, alors, comment va Barbara? Ou comment va un tel? Et voilà. Et, ah ouais, non, mais alors, oui, bah nous, on l'a pas sorti en ce moment, notre Barbara, là, parce que, voilà, ou je sais plus comment ils l'appellent, enfin bref, peu importe. Ils ont des petits noms comme ça. Et ils font entrer leur personnage dans leur imaginaire érotique. Et l'autre fois, je disais, mais est-ce que vous voulez écrire quand même? Parce qu'il y a beaucoup à dire, moi, je pense, sur Barbara. Et donc, vraiment, on a commencé à parler de ça. Et on dit, ah ouais, c'est vrai que, à part qu'on lui écrive encore des scénarios, etc. C'est génial. Et ça a créé tellement complicité tous les deux, mais c'était incroyable. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une manière de se décentrer aussi et de se sentir un peu moins en fragilité, en vulnérabilité, en parlant de soi. Donc, le fait d'avoir un biais, d'avoir un personnage. Et c'est vrai, ça, c'est dans les ateliers, très souvent. Alors, c'est très intéressant selon les propositions et surtout quand ça les laisse libres de leur choix. Il y a les personnes qui systématiquement écrivent en jeu. Il y a les personnes qui vont écrire à la troisième personne, ils ne sont pas concernés. Il y a les personnes qui vont aller écrire depuis le point de vue d'un autre genre que le leur. Il y a toute cette possibilité aussi, c'est-à-dire de s'inventer un personnage, mais d'aller aussi dans des possibilités multiples, d'ouvrir un maximum de possibilités et de rendre tout possible. Donc, le jeu est infini, en fait. Carrément. Moi, j'avais rencontré quelqu'un avec qui je commençais à élaborer des personnages qui allaient faire plusieurs générations et qui allaient aller dans le temps aussi. Enfin, ouais, c'était un peu science-fiction. Et en même temps, c'était très érotique. Et donc, c'était super intéressant de pouvoir construire des personnages ensemble, en fait, et de décrire à deux. Et c'était génial, quoi. J'avais adoré. Tout à fait. Et la littérature, ça servirait à quoi? Pourquoi en lire, d'après toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs, auditrices, pour les encourager à lire de la littérature? En lire. Alors, ça dépend de quoi on parle, parce que c'est comme les chaussures.
il y a plein de formes, il y a plein de couleurs, il y a plein d'utilités différentes. Mais il y a plusieurs choses. Il y a par exemple des manuels qui sont à la fois très pratiques et qui en même temps intègrent, je pense à un qui vient de sortir, peut-être qu'à la fin on pourra donner quelques recommandations, il y a les fêtes qui arrivent, il y aura quelques idées, je sais pas, hein, c'est une proposition. Ah oui, complètement. Donc ça peut être vraiment une manière d'aller enquêter sur certains types de pratiques, sur certains types j'allais dire de postures qu'on peut prendre dans la sexualité, aller lire des textes. Par exemple, au Salon de la littérature, il y avait Eva Delambre qui est spécialisée dans ses écrits sur la soumission. Donc, aller investiguer, voir de quoi il s'agit, voir comment ça peut être mis en avant. Il y en a au contraire qui vont être plutôt sur la domination. Aller le lire pour voir de quoi il est question. Ça peut être donc ça peut être une manière d'investiguer des espaces qu'on n'a pas encore investigués dans le corps et commencer peut-être dans son cerveau à en faire quelque chose. Ça peut être aussi de manière complètement différente aller réveiller peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait, en tout cas, peut-être pas endormi, mais qui n'est peut-être pas au maximum de sa vivacité. Donc, aller chercher des petites histoires. Et là, pour ça, les nouvelles sont super intéressantes parce qu'elles vont à chaque fois mettre en scène et des personnages et des situations toujours très originales. Et par contre, oui, quelque chose qui est notable aussi, c'est que ces dernières années, on ne l'a pas dit, et ça, c'est important, depuis ces 10 dernières années, on a beaucoup de femmes qui sont mises en avant dans la littérature érotique. Il y a énormément de recueils de nouvelles exclusivement féminine, et ça c'est très intéressant parce que pour nourrir un petit peu différemment les regards qui sont portés sur l'érotisme, il n'y a pas mieux que sortir d'un regard exclusivement masculin et encore une certaine forme de masculinité qui a été en domination pendant très longtemps là-dessus, mais c'est intéressant d'aller voir autre chose. Donc il y a des recueils, je pense à Immorale ou Indécente, il y a Hold Up 21 qui est sorti il y a quelques temps, mais qui vient d'être édité en poche là et qui est super intéressant pour ça. Donc ça permet de chausser d'autres. Alors j'étais sur les chaussures, là je vais partir sur les lunettes. Chausser d'autres lunettes. Ça peut être aussi tout simplement se rencontrer soi. Et tu parlais tout à l'heure de ces femmes, et peu importe le support d'ailleurs qui les met dans cet état, mais qui vont lire, en lisant quelque chose, découvrir des parties de leur propre désir en fait. Et si ça c'est là, mais bravo, allons-y, et que ce soit Harlequin ou que ce soit, enfin peu importe. Peu importe. La question n'est pas là. Après, ça n'empêche pas d'être exigeant sur la qualité des textes, mais il ne faut pas avoir d'a priori, parce qu'il faut que chacun trouve la qualité qui va lui correspondre, le type de texte, la qualité qui va lui correspondre. C'est ça le plus important. Oui, il y en a qui mélangent, là, par exemple, la SF science-fiction avec l'érotisme, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous avez suivi Sex Education, la série Sex Education. On a une jeune fille dans la série. Je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est vraiment spécialisée dans l'écriture érotique, dans les BD érotiques, et elle va partir sur une pieuvre qui est un univers vraiment fantasmagorique de fou, quoi. Oui, tout à fait, complètement, avec ces extraterrestres et ces plantes carnivores érotiques. Oui, totalement. Et oui, mais tout à fait. Donc en ça va lui permettre de découvrir son orientation sexuelle, etc. Et d'ailleurs, après, ils vont le mettre en scène dans la 3e saison, c'est ça qui va faire scandale. Ils vont le mettre en scène sous forme de pièce de théâtre, enfin sous forme de même comédie musicale, et c'est génial, quoi. Alors attends, on a Badra qui nous fait un petit coucou. Coucou Badra. Badra, elle est notre collègue, elle est ma collègue de thérapie. C'est la spécialiste des définitions. Coucou Badra, j'espère que tu vas bien ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on va parler nous aujourd'hui? Alors, je pense que nous, les auditeurs et auditrices, sont comme moi un petit peu curieuses de savoir comment se passe un atelier d'écriture érotique. Comment tu animes ça? Raconte-nous, si tu peux nous en parler. Alors,
Déjà, un atelier, enfin, il n'y a pas un format, parce que ça change à chaque fois, bien évidemment. Ça change aussi en fonction des publics qui n'ont pas toujours forcément le même profil, donc pas forcément les mêmes attentes. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je commence toujours parce que j'appelle l'échauffement hérosensuel. Et je passe beaucoup par le corps, c'est-à-dire que, à mon sens, on ne peut pas écrire en étant figé, on ne peut pas écrire le corps, écrire la chair, écrire la volupté, la sensualité, en étant les fesses vissées et serrées sur un siège. Il faut mettre du mouvement, il faut mettre de la respiration, il faut qu'il y ait quelque chose qui justement se mette dans une dynamique. Donc souvent, il y a des petits exercices de cet ordre-là. Et je pars toujours d'exercices d'écriture qui sont très courts, qui sont plutôt du travail sur la précision des expressions, des jeux de style, par exemple sur une figure de style. On va travailler la comparaison et on prend un petit temps comme ça d'échauffement pour plonger tranquillement dans son érotisme, dans sa chair, dans ses fantasmes. Et puis petit à petit, les propositions vont être de plus en plus amples pour aller vers un texte plus long. Alors moi, je joue beaucoup avec le minuteur. J'aime bien, notamment des exercices qui jouent sur la rapidité. C'est pas juste par sadisme, c'est surtout parce que ça fait sauter les verrous. Maîtresse Bagheera, mais sans minuteur, attention. Non, c'est juste que je trouve que c'est un excellent moyen de faire sauter le censeur dans le cerveau. Et quand on écrit sous une certaine contrainte de rapidité, on ne va pas tergiverser pendant des années. Est-ce que je le mets? Oh non, c'est pas bien, non, j'ai honte, j'arriverai pas à le lire. On sort vraiment ce qui est là. Donc on se libère un petit peu de tout ce côté censure intérieure. Donc il y a ça. Et puis après, ça donne aussi une certaine dextérité, c'est le but dans les entraînements. Donc, je travaille aussi avec la vitesse. Je travaille donc vers des textes de plus en plus longs et je travaille aussi avec des thématiques. Donc, ça peut être très, très variable. Par exemple, récemment, on a fait un atelier qui était… alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'était l'homme et la femme monde. Comment est-ce que l'autre peut devenir mon univers? Et donc, c'était un jeu sur la géographie, c'était un jeu sur l'image, bon, j'avais appelé ça le chemin de toi. Comment est-ce que le corps de l'autre devient un paysage que j'explore? Je travaille beaucoup avec des textes, bien évidemment, qui vont servir. Je lis beaucoup pendant les ateliers d'écriture, soit pour faire des propositions, puis c'est une manière aussi de donner des connaissances sur la littérature érotique. Ça peut être aussi des textes que je vais lire pour qu'ils soient imités. Ça peut être des textes… par exemple, les poèmes, je vais enlever certaines parties, mais on va garder la structure. Donc, c'est un croisement permanent entre la création pure et puis des textes déjà existants. Et puis, par exemple, un autre exemple, donc ça, c'était une thématique vraiment… voilà, qui est sous laquelle j'ai placé un des ateliers. Et puis, ça peut être des thématiques beaucoup plus liées au genre. Par exemple, on travaille sur la poésie ou bien on travaille sur tel auteur. On va rendre hommage à tel auteur. Je pense par exemple à Annie Lebrun, qui nous a quittés cet été, qui était une de nos grandes dames de la littérature érotique, en tout cas de la poétique érotique, et en plus d'un érotisme très particulier qui est l'érotisme lié au surréalisme. Et donc, après sa disparition, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un atelier consacré à sa vision de l'érotisme. Parfois, je lis un texte, un roman, et je me dis, ah mais ça, il y a matière à en faire un atelier complet. Puis d'autres fois, ça n'a rien à voir. On a fait des ateliers, par exemple, sur les sens. Donc là, c'est vraiment le corps qu'on met en mouvement. Et j'ai fait des ateliers d'écriture, les yeux bandés, ce qui est assez improbable, mais aller chercher quelque chose, aller observer les sensations fines qui se passent dans le corps et puis ensuite aller les écrire. Voilà. Donc ça peut être très très varié parce que l'idée c'est justement de se faire plaisir, de s'amuser. Merci Titito. Ah là 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 là. Alors, on a les fans qui sont là. Un gros et chaleureux coucou à notre marraine. Tu es géniale, Bagheera. Bien. Très bien. Ah là 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 là. Oui, alors pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne nous ont pas écoutés la dernière fois, Bagheera a fait partie des Eroguides qui nous ont permis, avec mon chéri cet été,
de découvrir ce que c'était les érotypes. Alors, on les connaissait un petit peu, on avait fait l'érothèse un petit peu, mais c'est complexe donc de les vivre dans notre chair, j'ai envie de dire, dans notre corps, dans nos temps, dans nos discussions aussi intellectuelles les uns les autres. Eh bien, c'était fort. Et on avait un petit cocon. Et on avait été voir Bagheera en disant, on voudrait que tu sois notre marraine, s'il te plaît. Ah non, c'est pas moi qui choisis, hein. Et puis après, bon, Le hasard a été incroyable, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, le hasard. Et oui, ça avait été tirage au sort, vraiment, c'est fou. Et pour revenir à l'atelier, parce que j'ai pas terminé, donc les gens vont écrire à partir des propositions. Et une fois que les propositions, donc soit sous la pression du temps, soit sur un temps un peu plus libre, une fois qu'ils estiment avoir terminé, il y a un temps qui est un temps de partage en fait. Donc chacun va lire, mais il n'y a jamais d'obligation. Mais en même temps, tout le monde arrive en disant bon, par contre, si je me sens pas, je lis pas. D'accord. Et finalement, je n'ai jamais eu personne qui n'a pas lu son hashtag le consentement, mais en fait, tout le monde veut lire. C'est ça? On est absolument d'accord. De toute façon, l'idée est même. Ça fait comme aux apéros sexo que j'anime. Ah non, mais moi, je parlerai pas, surtout de ce thème-là, et puis les premiers à parler. Voilà. Finalement, tout à fait. C'est d'accueillir ce qui est là, pas mettre de pression, de laisser venir, mais le principe, c'est quand même à un moment donné de partager. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que écrire son texte, c'est déjà une chose, mais le lire aux autres, c'en est une autre. C'est fort, hein. Donc, plaisir aussi des lectures scandaleuses, de le faire en public après, c'est encore une autre dimension. Et donc, ça fait partie vraiment intégrante de l'atelier qu'à un moment donné de lire. Et de lire, j'interdis de mettre un jugement sur ce qu'on a écrit. Donc, de lire en toute détente aussi. Et juste accueillir ce qui a été là. Ça peut être retravaillé si on n'est pas satisfait, mais en tout cas, dans l'instant, ce qu'on a écrit, c'est ça. Et par principe, c'est que c'est parfait, même si c'est imparfait. Ouais. J'ai accompagné un monsieur en thérapie, en sexothérapie, qui était vraiment addict au porno, qui n'en pouvait plus avec ça. Et il s'est tourné vers l'écriture érotique, ça lui faisait beaucoup de bien, mais ça lui prenait beaucoup de temps. En fait, il y avait toujours une histoire un peu chronophage. Et alors, je me demandais, est-ce qu'on peut être addict à l'écriture, la littérature érotique? Ah, c'est une excellente question. Sans doute que oui, comme pour toutes les bonnes choses. Et après, comme pour toutes les bonnes choses, il faut savoir se réguler. Après, c'est comme tous les arts aussi. Il y a une pratique régulière qui est demandée quand on veut progresser, mais quand on le fait en dilettante, il n'y a pas de raison. Enfin, je pense qu'il n'y a pas cette violence, en tout cas cette addiction violente qu'on peut retrouver avec le porno. On n'est pas du tout dans le même travail. Quand on reçoit une image, on est passif. On la reçoit. Qu'on ait envie de la recevoir ou pas d'ailleurs, qu'on soit prêt à la recevoir ou pas, elle est là et on se la prend en pleine rétine, qu'on le souhaite ou pas. Dans la littérature, de manière générale et érotique encore plus, on va travailler, nous, les images. Donc, on n'est pas du tout dans la même position. On n'est pas du tout passif. On ne reçoit pas de manière passive. On est forcément actif quand on lit, et alors encore plus, évidemment, quand on écrit. Donc, il y a quelque chose qui se construit dans notre cerveau. C'est pas juste du ready-made qu'on avale, qu'on gobe, enfin, c'est peut-être pas les meilleures images pour parler de pornographie d'ailleurs. Mais... Justement. Mais l'idée là, tout le monde a compris. Oui. C'est que... Est-ce que vous pouvez nous dire, les auditeurs auditrices, si vous avez déjà lu de la littérature érotique? Si oui, laquelle et quelle forme? Et je voulais rajouter aussi que parfois, quand vous pensez littérature ou écriture érotique, vous pensez à des choses très, très intellectuelles. Mais il peut y avoir des choses très simples, sous forme, par exemple, imagées aussi avec... moi, je me rappelle, je lisais des BD érotiques quand j'étais ado, quand j'avais 16-17 ans. Au début, je lisais... En fait, c'était plutôt des romans, des BD historiques. Et il s'avère que de temps en temps, il y avait des petites scènes érotiques. Voilà, bon, allez, on crachait pas dessus, hein. Et souvent, je revenais dessus, j'ai qu'est-ce que c'est ça, là? Et souvent, quand même, t'es là, ah, tu lis une BD? Oui, oui. Oh là là, mon Dieu, vite, on cache. Et j'ai adoré, quoi. C'est tout l'intérêt parce que l'érotisme, et ça, c'est quand même vraiment propre à l'érotisme, c'est qu'il n'est pas forcément limité à la littérature érotique, c'est qu'on peut le trouver partout. La grande littérature réaliste, enfin moi j'ai souvenir par exemple d'un ouvrage en particulier, mais il y en a plein, mais La faute de l'abbé Mouret,
de Zola, d'Émile Zola. C'est quand même un des textes les plus érotiques que je connaisse. Et c'est pas son de l'abbé Mouret. Ok. C'est l'histoire d'un jeune abbé qui va connaître une passion de chair. Et c'est un des textes les plus jolis, les plus sensuels, les plus poétiques que je connaisse. Et en même temps, c'est assez rude ce qui est raconté. Et c'est pas le propos de faire érotique. Mais voilà, Zola s'est posé des mots tellement justes sur ce que ressent, sur ce désir que ressentent d'ailleurs les deux personnages, parce que la demoiselle qui fait naître le désir est elle aussi désirante. Et ça, c'est intéressant parce que c'est très moderne. C'est un texte éminemment érotique. Voilà. Donc, et j'ai cet exemple qui m'est venu là tout de suite, mais il y en a plein. De qui ne s'est pas trouvé en lisant quelque chose qui n'était pas du tout à la base destiné à ça, émoustillé par un passage, au détour d'un paragraphe, au détour même parfois juste d'une image, en fait. Voilà. Donc, la littérature érotique, et fort heureusement, elle déborde largement les franges du tapis. Je me rappelle, j'avais lu un thriller de Madonna. Je crois que c'est In Bed with Madonna. Et c'est, au départ, je me suis dit, oui, bon, alors qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Et maintenant, j'ai relu là, c'était il y a 20 ans, que j'ai 25 ans, 30 ans que je l'avais lu, 25, ouais, il y a 25 ans. Et je l'ai relu, je me suis dit, ah oui, je comprends pourquoi c'est érotique quand même. Et alors, c'est rigolo parce que aussi, on peut évoluer. C'est-à-dire, ce qui nous stimulait il y a 20 ans, c'est pas la même chose qui nous stimule maintenant. Donc, il faut régulièrement quand même aller rechercher, aller justement stimuler d'autres zones de votre cerveau également. Complètement, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que vous êtes suffisamment curieux chez auditeurs, auditrices? Est-ce que vous êtes suffisamment versatile? Si vous connaissez pas versatile, bah, allez voir les sérotypes. Le dernier, l'émission d'avant sur les sérotypes, vous verrez ce que c'est versatile. Sofiane nous en parlera s'il le veut également. Pourquoi tu m'as inclus dans le truc? Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, merci de nous écouter. Vous êtes donc sur Facebook, Twitch, YouTube. Demain, nous aurons la version podcast sur Spotify, donc ça, c'est chouette. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire encore on va bientôt passer au mot de la fin. Qu'est-ce qu'on a encore pas parlé sur la littérature érotique? Il y a tellement à dire. Ben, je ne sais pas. Je crois qu'on a dit déjà pas mal de choses. Ah ben, c'est le fait que tu me poses la question me bloque me fige. Alors que je ne sais. Je crois qu'on aurait pu continuer à parler à bâton rompu, mais là du coup, qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire? Ben, forcément qu'après l'émission, je vais me dire ah mais on n'a pas parlé de ça. Mais on n'a pas parlé de ça. Mais là tout de suite maintenant, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon quand même. Est-ce que ça vous donne envie, chers auditeurs, auditrices, de peut-être redécouvrir de la littérature érotique? Est-ce que vous en consommiez avant, vous avez envie d'en consommer de nouveau? Et pour certains, en tout cas, la plupart de mes clients, c'est vraiment une découverte parce qu'ils n'ont pas été dans un éveil à la sexualité énorme et la littérature érotique faisait pas partie de leur éducation. En tout cas, moi, ça faisait pas partie de mon éducation proprement parlée, hein, mais c'est moi qui ai découvert ça. Et je me rappelle même de la complicité que j'avais avec la bibliothécaire qui me mettait sous le manteau les petites BD érotiques, les petits livres érotiques à 17 ans. Et j'étais là. Très bien, c'est gentil. Et voilà, et c'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on développe notre imaginaire érotique avec tous ces supports. Actuellement, il y a beaucoup les audios érotiques, il y a le sens de l'ouïe là qui est éveillé, mais c'est pareil, c'est l'imaginaire aussi avec des images qu'on se construit dans la tête. Et c'est pour ça aussi, par exemple, je me souviens, 50 nuances degrés avait fait un tollé quand sont arrivés les films, parce qu'on s'était imaginé Christian comme ça et Anastasia comme ça, et on était déçus forcément par le choix des acteurs, des actrices, et c'est tout à fait normal. Absolument. Et puis, il y a aussi une autre dimension dans tous les audios érotiques, c'est
Enfin, moi, je fais partie des personnes extrêmement sensibles à la voix. Et donc, me ouais. laisser porter, guider par une voix quand la voix colle. Alors, bon, le revers de la médaille, c'est que quand la voix ne colle pas, c'est fini. Mais par C'est contre, mort, se c'est mort. laisser embarquer, parce qu'en général, ils font des très, très bons choix, se laisser embarquer par un récit, une situation, un scénario intéressant, et en plus avec une voix porteuse, une ou des voix, parce que parfois il y en a plusieurs, alors c'est vraiment Voilà. c'est, voilà, on arrive à cette jouissance qu'apporte la SMR au sens large. Oui, l'ASMR à fond. Moi, on me dit souvent que j'ai une voix de téléphone rose, alors je sais pas trop comment le prendre. J'ai dû manquer. Moi, j'ai dû rater ma carrière quand même, hein, vraiment. 18 ans assistante sociale et après sexothérapeute. Je crois que j'ai raté ma carrière. Bon, on rit avec vous. En tout cas, ça donne vraiment envie d'écrire, de réécrire, de lire, de prendre le temps. On est aussi à une époque où on est bardé de possibilités de regarder et d'être addict à nos séries. Et je trouve ça chouette que Sofiane, merci, l'équipe, l'association Air Original, de nous permettre de discuter de ça en écoute ce soir parce que justement, je pense que, en tout cas, j'ai pas mal de clients qui recherchent des alternatives aux séries, films, etc. Et justement, ils se mettent, on a beaucoup discuté, notamment avec plusieurs couples, qui me disaient, bah, maintenant, on se met le mercredi soir en livre, on regarde, on éteint la télé, c'est sur les écrans, le téléphone, parce qu'on a aussi le téléphone dans nos lits, mais ça, c'est un problème aussi. Et on se met à lire ou écrire, et ça fait du bien de se dire qu'on a ce rendez-vous-là avec nous-mêmes, parce que sinon, en fait, on est happé par les écrans qui vont très vite, on swipe énormément, hashtag la dopamine, alors que ça fait un bien fou de lire et d'écrire, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil à nos auditeurs, auditrices sur qu'est-ce qui pourrait les pousser à lire de lire ou écrire de la littérature érotique? Je ne sais pas s'il s'agit de les convaincre, mais je leur dirais quand même que c'est comme une petite gymnastique sensuelle, comme celle qu'on peut faire quand on veut réveiller son corps, quand on veut avoir un corps sensuellement vivant à tous les étages, à tous les endroits. On a des pratiques qui permettent d'aller justement réveiller la moindre petite once de peau. Là, c'est un peu pareil avec le cerveau. Et l'avantage, c'est que quand c'est dans le domaine érotique, en matière de littérature comme d'écriture, ça a des effets sur le corps. C'est magique de ce côté-là. Et j'inviterais aussi, tu parlais de ces couples qui se donnent un soir, etc. Mais ça peut devenir un jeu à deux, ça peut devenir un jeu coquin, oui. Ça peut devenir espiègle, joyeux. On rit beaucoup, j'ai oublié de le dire, dans mes ateliers d'écriture érotique, on rit, mais on rit. Ah non, mais j'imagine. Sérieux, grave, alors attention, il se passe ceci et cela, pas du tout. On rit énormément parce que justement, il y a quelque chose qui se libère et on est à la fois dans du transgressif et en même temps, il y a des textes tellement variés, tellement différents sur un même sujet que ça prête aussi à beaucoup de bienveillance et d'accueil de ce que les autres ont à proposer. Et donc, ça permet aussi, sans doute, de travailler sa tolérance. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et pour revenir au couple, même si ce n'est pas le but premier, je pense que c'est très précieux d'offrir des espaces. Et on en revient à ce qu'on avait dit d'ailleurs dans la première émission ensemble, c'est la communication. Et donc, tous les vecteurs qui vont permettre d'ouvrir la communication et de la nourrir en permanence, que ce soit sous la forme de jeu, ça peut être des petits défis. Enfin voilà, ça peut être intéressant de dire, bah tiens chérie, raconte-moi une histoire, je te donne 3 mots et à partir de ces 3 mots, tu me racontes une histoire. Ça peut être, je te lis un vers qui m'a particulièrement plu, qui m'a excité ou en tout cas qui m'a fait rêver, qui a réveillé quelque chose en moi. Je te le livre et qu'est-ce qu'on peut en faire de ce vers? Est-ce qu'on peut le mettre en scène? Est-ce que tu peux m'en écrire un autre? Est-ce que je peux t'en écrire un autre? Est-ce que je peux juste te le lire avec ma meilleure voix? Et est-ce que toi, ça va t'éveiller comme ça m'a éveillé? Ça peut être un aller-retour vraiment permanent. Et les ateliers, c'est des espaces, c'est pas très exigeant en temps,
parce que moi, c'est des ateliers que je fais une fois par mois sur les différentes sessions, donc c'est pas non plus extrêmement exigeant. Et je vois que les personnes, ben, sans orgueil, c'est pas ça que je veux dire, mais pendant un mois, quand je les retrouve après, elles me disent « Ah, ça y est, il était temps parce que j'avais épuisé ce que ça m'avait apporté de désir, d'enthousiasme. » Donc, il me faut des nouveautés. Ouais. C'est ça, il faut des nouveautés. Et puis, oui, une dimension dont je n'ai pas parlé, qui me paraît super importante, c'est pas pareil qu'une sexothérapie, mais il y a un versant thérapeutique dans le fait d'être capable d'assumer ce dont on a envie. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans le fait d'aller mettre en mots des choses que peut-être on n'aura jamais ni l'occasion ni l'envie, et peut-être que parfois moralement c'est pas juste d'aller les vivre dans le corps. Mais le simple fait de les déposer avec des mots, et parfois ça peut être sur du papier et jamais lu à personne et jamais partagé, hein, c'est aussi une manière de se délester en fait de ce que ça peut représenter. C'est le principe du fantasme. Hein. Plus on va le verrouiller en disant « Oh là là, non, 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 je veux surtout pas avoir ce fantasme », et plus il va nous visiter, plus il va prendre de place, plus il va prendre de force, et plus on en sera esclave. Plus on joue avec, et plus on est, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans le mouvement, dans quelque chose qui respire, qui est vivant, et plus c'est joyeux, quoi. Génial. Merci, Bagheera. Bon, et toi, quelles sont tes futures actualités là, de ces prochaines semaines? Raconte-nous. Alors, en atelier d'écriture, là, j'ai toutes les prochaines dates. Donc, le prochain, c'est le 5 décembre et celui-là, il est en ligne. Donc, n'importe qui, où que vous soyez, peut s'y joindre. Il suffit d'envoyer un petit message sur mon Instagram, par exemple, ou bien en passant par mon site. Ensuite, j'ai le 14 décembre à Lyon, le 5 à 7 avec Bagheera. Donc, ça, c'est l'atelier en présentiel au Boudoir à Lyon. Je regarde mes petites fiches pour ne rien oublier. Ensuite, le 16 décembre, c'est à Paris, à la boutique Dollhouse, et ça, c'est en soirée. Le 19 décembre, c'est à la boutique Dollhouse, mais cette fois-ci Aix-en-Provence, et j'oublie certainement des choses. Oui, j'oublie les prestations de lecture, puisque je fais des lectures de textes. Donc là, je suis en train d'en oublier, et je sais qu'il y en a une à Paris, je crois que c'est le 17 décembre. Bon, en tout cas, on te suit sur Insta. Voilà. Sofiane, est-ce que tu peux nous mettre la petite bannière Insta de notre invité, Call Me Bagheera? Est-ce que tu peux nous mettre ça? Est-ce que Sofiane est par là ce soir pour nous aider techniquement? On va voir s'il peut nous dire. Ok, donc ça, c'est tes actualités sur les prochaines semaines. Absolument. Yes. Good. Moi, mes actualités, c'est quoi? Eh bien, il y a l'apéro sexo le 12 décembre, qui n'est pas totalement complet. On est sur justement les hétérotypes. Donc, j'ai envoyé à tous ceux et celles qui veulent venir à l'apéro sexo le petit lien pour faire les hétérotests. Alors, merci Sofiane pour la petite bannière de Call Me Bagheera sur Insta. Voilà, comme ça, on peut te faire un petit message et on voit tes actualités. Génial. Et si tu as le mien également, c'est top. Comme ça, on va mettre mon Insta aussi. Oui. Et on va pouvoir avancer. Et sinon, au niveau des émissions de radio, chers auditeurs, auditrices, nous avons 2 prochaines émissions. Il y en a une le 9 et une autre le 16 décembre. Alors, le 9, on sera sur une coprésentation avec ma collègue Aude, qui est infirmière et qui est dans l'équipe de thérapie. En fait, je lui ai demandé de m'aider à me présenter parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça fait 1 an que je suis animatrice Love Show, mais que les gens peut-être ne me connaissent pas. Donc, on pourra me poser, ça sera un peu un FAQ, à me poser plein de questions. Si vous pouvez nous poser des questions en avant si vous voulez. Enfin, voilà. Donc, vous avez là mon Insta, Aurore Sexologue, voilà, avec les petites lunettes. Et toujours ma petite fleur, parce qu'il y a toujours ma petite fleur. Voilà. Quand il n'y a pas la fleur, c'est que je suis très déprimée. Alors, bon, vaut mieux que vous la voyez, hein. C'est que je suis complètement, je me suis levée comme ça, là. Voilà. Et puis, on aura une autre émission le 16 décembre avec ma collègue Corinne, la magie de la déesse, Corinne Freya, sur la préménopause à ménopause. Parce que c'est quelque chose qui me traverse en ce moment, la préménopause en tout cas, et donc je m'interroge beaucoup là-dessus, et je ne suis pas la seule, donc voilà. Donc voilà, on va faire une petite émission là-dessus. Ouais.
Et en janvier, on va faire des émissions avec Morgane, qui est mon collègue coach pour les hommes, avec qui je lance bientôt une journée coupe de nouveau. Mais on en reparlera mieux. Ouais, je suis trop contente. Les journées coupes reviennent. Et on va pouvoir bien s'occuper de vous le temps d'une journée. Et puis après, on fera des week-ends aussi. Je vais faire des week-ends. Et vous proposer plein de choses. Voilà. Et qu'on s'éclate un petit peu et qu'on vous propose des activités. Et j'aime bien travailler avec un homme, on n'a pas la même vision, on est complémentaires et c'est chouette aussi. Voilà. Super, super. Beau programme. Voilà. Bon, super. Ben, écoute, on va finir notre émission par le mot de la fin, qui est toujours très spontané et libre. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, ma chère Bagheera? Ah, le mot de la fin, je me laisse encore surprendre. Mais le mot de la fin, j'ai juste envie de dire, donnez-vous permission. En matière d'érotisme, donnez-vous permission. Invitez tout ce qui peut vous nourrir en matière de lecture, en matière d'écriture. Et ne vous laissez pas uniquement imposer par des images, même s'il y a des images très intéressantes. Il y a heureusement tout un versant de la photographie, même dans la pornographie, il y a de plus en plus un versant intelligent. Mais soyez maître et donnez-vous permission d'aller visiter ces espaces-là par vous-même. Voilà, c'est peut-être ça que je dirais. Moi, j'aurais dit la même chose, j'aurais dit oser. Oser un domaine peut-être que vous ne connaissez pas et qui vous semble peut-être accessible et très, très intellectuel, mais justement pour les gens qui sont dans le mental, ça va vous permettre de stimuler des choses et justement de ressentir aussi des émotions, des sensations peut-être oubliées ou en tout cas peut-être pas assez stimulées. Et c'est ça qu'on veut vous faire vivre de toute façon quand on est sexothérapeute, ma chère Bagheera, c'est de vous faire vivre des sensations et que ça reste pas comme si c'était coupé là et là vous êtes dans le stress, la charge mentale et non, notre cerveau, tout à l'heure comme je disais, la zone la plus érogène qu'on ait, alors essayons de l'utiliser un petit peu différemment. Voilà. Oser. oser, Joséphine. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci, ça passait trop vite l'heure, là, Bagheera. C'est clair. Un grand merci à toi de m'avoir offert ces espaces. J'ai eu grand plaisir à converser avec toi. Mais je n'en doutais pas un instant d'ailleurs, mais voilà, c'est super intéressant et super stimulant aussi d'échanger comme ça. Merci. Donc, merci. Mais on se voit en 2025, nous. Hein. Bon, oui. Oh là là, super. Eh bien, écoutez, nos chers auditeurs, auditrices, si vous écoutez en live, on vous fait un gros bisou, un gros poutou, et puis on vous dit à la prochaine. Donc, rendez-vous le 9 décembre. Et pour ceux qui nous écoutent en replay, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit peut-être. Et prenez soin de vous, surtout ça qui est le plus important. Gros bisous, merci Bagheera, ciao, ciao. Dans votre vie, au revoir.